Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde pour la revue de l'actualité de la semaine du Crypto Coach. C'est une semaine pas comme les autres. On vient d'assister vendredi dernier au plus grand crash de l'histoire des crypto-monnaies. Et évidemment, plusieurs personnes se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un délit d'initié de Trump? Est-ce que ce sont des erreurs techniques chez certaines plateformes, etc. Fait qu'on va passer au travers de tout ça en premier, puis ensuite de ça, on va aller faire le tour des autres actualités intéressantes. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir intervenir au fur et à mesure qu'on avance. Si jamais vous avez envie de garder votre anonymat, vous pourrez me le dire après l'enregistrement et puis je m'amuserai à faire des retouches au montage. Donc, alors, on va aller dans la section du Crypto Coach, actualité de la semaine. La première chose que j'ai envie de vous parler, bien entendu, c'est le crash Bitcoin historique de vendredi. Je vais être très transparent avec vous. J'ai eu l'occasion d'écouter ce matin un live avec Coin Bureau, donc Coin Bureau. Je vais vous montrer ici. En gros, qu'est-ce que c'est Coin Bureau? Je ne sais pas si vous voyez toujours. Donc, il y a des lives en direct. Donc, ce matin, il y en a eu un. Et c'est vraiment très intéressant ce qui s'est dit dans tout ça. J'ai énormément de confiance en cette équipe-là. Ils sont basés à Dubaï. Ils ont 16 recherchistes, journalistes et ils font un travail hyper rigoureux. Et en plus de ça, dans leurs vidéos, ils ont plein de trucs qui expliquent toutes sortes de rapports au fil du temps. Fait que si vous voulez vraiment rentrer dans le dans le terrier du lapin du sujet, c'est vraiment, bon, c'est sûr que c'est pas pour les débutants, là, mais il reste que pour ceux qui s'en intéressent ou qui veulent de toute façon essayer d'apprendre, ben, c'est intéressant. Donc, tout ça pour vous dire que ce matin, je vous mets le lien ici, j'ai écouté le live et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'en ai fait un compte-rendu. Évidemment, je triche, là. J'utilise des outils AI pour faire ça. Je fais pas ça tout seul en dedans d'une heure, là. Je suis douance, mais pas à ce point-là. Fait que, donc, voilà. Fait que pour vous donner un aperçu, si jamais ça vous intéresse d'écouter, dans le fond, d'écouter un genre de podcast AI, ou est-ce que c'est une converse de deux personnes qui vous racontent un peu l'histoire qui est écrite ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez télécharger aussi le lien audio. Et en gros, en fait, et là, c'est là que je vais rentrer dans le vif du sujet, ben, la semaine dernière a été marquée par une volatilité extrême. Tu sais, on est passé d'un pic à 126 au début de la semaine. C'était probablement la semaine la plus maniaco-dépressive de toute l'histoire de Bitcoin. Et donc, ça a chuté brutalement le vendredi. Les principaux déclencheurs, le principal déclencheur serait un tweet du président que je vais aller chercher éventuellement, puis je vais le coller ici, qui annonçait l'imposition des tarifs. Donc ça, c'est arrivé vendredi dernier vers 5 heures. Et cette annonce-là, elle est survenue après la fermeture des marchés traditionnels. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, hein, ça ferme. Ces gens-là, là, ils vont se baigner à la plage la fin de semaine avec leurs enfants. Là. La bourse, traditionnellement, ça ferme à 5 heures, ça ouvre à 9 heures le lundi. Donc, le monde de la crypto, c'est un monde qui ne dort jamais. C'est un monde de finances décentralisées, distribuées, informatisées. Donc, clairement, ce monde-là ne fonctionne pas comme le monde traditionnel. On pourrait dire que la discothèque du quartier ferme à 5 heures le vendredi soir, mais Spotify est ouvert 24 heures sur 24. On pourrait dire ça comme ça. Donc, ça l'a fait chuter, bon, l'événement, en fait, Trump qui a annoncé l'imposition de tarifs douaniers à la Chine de 100%, ça l'a fait chuter Bitcoin de 13% en une heure, effaçant 1,6 billion, donc milliards de dollars en actions américaines, des actions américaines. Donc, ça a été un gros choc, en fait. Et se joint à ça aussi une analyse plus technique à laquelle je vais revenir tantôt. Je vais faire la chronologie des événements. Donc, lundi, les événements de la semaine, ça commence par un lundi euphorique. Comme je disais, là, on est maniaco-dépressif, là, on était sur le high. Donc, Bitcoin atteint un nouveau sommet historique à 126 000 $ américains.
Forte entrée aussi dans les FND, donc les ETF ou les fonds négociés en bourse. Bon, toutes les BlackRock de ce monde, les Fidelity de ce monde qui achètent du Bitcoin de leur côté ou des cryptos pour en revendre des titres pour leurs épargnants, pour leurs clients, ben, ils n'ont pas le choix d'en acheter à un moment donné. Donc, eux, ils étaient en train d'en acheter pas mal. Ils en ont acheté pour 1,19 milliard US au début de la semaine. Et c'est le deuxième plus grand achat enregistré, dans le fond, en termes de jours. Là. Donc, c'est le deuxième plus grand jour, le plus élevé en termes d'achat de Bitcoin dans le but d'en mettre à disposition des épargnants via les fonds négociés en bourse. Fait que, dans le fond, ces firmes-là, ils provisionnent. On avait certains observateurs qui se demandaient s'il s'agissait d'une pompe frauduleuse, d'un scam pump. Alors, ça arrive d'un fois, il y en a qui font monter le prix en achetant beaucoup, puis ça fait monter le prix. Ça se peut. Bref, toutes les théories sont possibles. Mardi, un léger recul, en fait, principalement dû à la prise de bénéfices par des baleines. Donc, qu'est-ce que c'est des baleines? C'est des gros portefeuilles, ceux qui détiennent des grosses quantités de Bitcoin. On le voit, hein, c'est disponible en ligne sur la blockchain, donc on peut savoir c'est quoi les gros portefeuilles. On peut même les espionner en temps réel. Alors, c'est très transparent, une blockchain. Et il y a certaines baleines qui sont des OGs, si on veut, ou des Original Gangsters, c'est ça que ça veut dire, OGs. Ça veut dire les pionniers, là, tu sais, des vieux de la vieille, du monde qui étaient là au début. Alors, bien sûr, eux autres, ils ont accumulé beaucoup de Bitcoin au début, alors que ça valait 50 cents. Aujourd'hui, ça vaut ça vaut plus qu'une centaine de milliers de dollars. Donc, ils ont beaucoup de gains non réalisés. Et quand ils se mettent à vendre, ça leur permet d'aller chercher des bénéfices. Hein. Ils vendent à coups de milliards, hein, les pauvres. Et donc, il y a eu une prise de bénéfices de certaines baleines. Donc, ils ont vendu un peu de Bitcoin pour aller chercher leurs gains. Prévision haussière aussi, donc malgré le recul, JP Morgan, qui est une banque américaine, la plus grosse banque, a publié une prévision de 165 000 $ pour le Bitcoin, alors que Standard Chartered avait publié une prévision de 200 000 $ pour le Bitcoin. Donc, on était dans un espèce de mood, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis ensuite de ça, baisse de la volatilité des données montre que la volatilité de Bitcoin sur 80 jours, donc l'espèce d'excitation du prix, était à des niveaux historiquement bas. Donc, ça devenait de plus en plus stable, suggérant une compression qui pourrait précéder un mouvement majeur. C'est souvent comme ça aussi, la volatilité se tranquillise avant un gros move. Mercredi, baisse continue des prix. Donc, on a eu l'indice du dollar, en fait. La hausse de l'indice du dollar qui est le DXY. Et le fait que les rendements des obligations du gouvernement japonais à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans, ce qui a provoqué le recul général des actifs à risque. Donc, il y avait une incertitude de ce côté-là. Mercredi, quand on sent que ça va pas bien aller dans le marché obligataire, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, le monde peut vouloir tomber liquide ou se protéger en vendant un peu de leurs actifs. Donc, il se passait ça mercredi. Jeudi, nouvelle positive, le Luxembourg devenait le premier pays de la zone euro à investir dans le Bitcoin. Ça, c'est une belle nouvelle. On aurait pu en parler beaucoup aujourd'hui, mais on va parler plus du crash. Adoption institutionnelle, Morgan Stanley, qui est une autre banque américaine, une grosse banque systémique aussi, qui ouvre l'accès aux crypto-monnaies à tous ses clients. Donc, des belles nouvelles positives. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vendredi, le prix du marché est légèrement en hausse en début de journée. Déclenchement de la chute, un tweet de Trump annonce des tarifs douaniers de 100% sur la Chine. Crash, le marché subit l'événement de liquidation le plus important de son histoire. Alors, le week-end, reprise rapide. Il faut comprendre une chose, c'est oui, ça a chuté énormément, ça a chuté de 13% hein, sur le cours du Bitcoin, c'est passé de 126 à 110, à peu près 109, peut-être même un peu plus bas dans certains autres échanges, mais en moyenne. Alors, on a une chute de 13%.
Et puis, ben, comme c'est ouvert, Bitcoin, la fin de semaine, hein, ben, les marchés continuent à fonctionner. Donc, toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies continuent à rouler 24/24. Alors, il y a une reprise significative qui a eu lieu après les pires liquidations. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a crashé comme ça. On a eu beaucoup de liquidations, suivi d'une période de consolidation. Une liquidation, c'est quand ça chute, quand tout le monde vend en même temps, ça fait baisser le prix. Et puis après ça, consolidation, c'est que ça trade de côté. Donc, dans le fond, c'est comme, on ne sait pas si ça monte ou ça descend, mais ça, c'est assez volatile, mais d'une manière rapide. Et puis, retracement en anglais, ou une reprise, si on veut, vers le haut. Pour s'échanger autour de 14 600. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Je vais parler des événements de liquidation, puis je vais éventuellement donner la parole à Jérémy tantôt pour parler plus de la dimension technique, parce que c'est comme s'il y a deux événements concurrents qui se sont passés en même temps. Donc, l'événement de liquidation majeur du vendredi. Fait que vendredi, entre 14h et 16h, le marché a basculé dans le chaos, déclenchant une vague de liquidation sans précédent. Fait que ça, c'était bien avant le tweet de Donald Trump de 5h. 5h, 5h30, je ne me trompe pas. Donc, le déclencheur, ça a été, en fait, c'est comme le clou dans le cercueil, c'est le tweet de Trump sur les tarifs douaniers. Donc, l'événement a été directement provoqué par un tweet officiel annonçant d'imposer des tarifs douaniers de 100% sur des produits chinois à compter du 1er novembre. Le moment de l'annonce, un vendredi après la clôture des marchés traditionnels, a amplifié l'impact, comme je le disais tantôt. Je veux dire, où est-ce que tu peux aller chercher la liquidité? Où est-ce que tu peux vendre de quoi pour pouvoir te garder de la liquidité, du cash, dans le fond, si tout est fermé? Fait que là, tu te retournes vers les marchés de la crypto, qui restent toujours ouverts 24/24. Un intervenant a noté, donc, dans l'échange que j'ai écouté ce matin, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les cryptos ont été si durement touchés, c'est peut-être parce que c'est le seul marché ouvert. Et on se demande si ça n'a pas un rôle. Évidemment que ça a un rôle, là, clairement. L'impact sur le marché, en fait. Bon, pour Bitcoin, on a eu une chute de 5 à 7% en quelques minutes pour atteindre 110 000, pour en arriver à une perte de 13% en une seule heure. Donc, c'est immense. C'est vraiment la chute la plus vertigineuse, la plus rapide qui s'est passée dans toute l'histoire de la crypto-monnaie. Pour Bitcoin, en tout cas. Ethereum a subi des pertes comparables à celles du Bitcoin. Les altcoins, donc les autres crypto-monnaies, on a décrit ça comme un bain de sang absolu. Certains actifs sont tombés jusqu'à zéro, hein, comme Atom. Sui est tombé à environ 55 cents, alors que, si vous allez voir son prix maintenant, là, il est à 2,35 $. Donc, ça a vraiment comme chuté pour éventuellement rebondir. Petite parenthèse, quand ça arrive, ces événements-là, puis que vous avez du cash dans vos poches, c'est le fun parce que vous pouvez comme ramasser à rabais. Hein? Quand on regarde ça, vous regardez et dire moi, mes bitcoins, ils viennent de perdre 13%. OK, oui. Mais en même temps, Bitcoin est en solde de 13% aussi. Fait que si vous ne vendez pas vos bitcoins, ça veut dire que vous conservez quand même le même nombre d'unités, mais vous ramassez de nouvelles unités pour moins cher. Vous pouvez voir ça aussi comme ça. Les actions américaines aussi, bon, c'était moins violent dans le marché boursier parce qu'il ferme la fin de semaine, mais on a quand même remarqué une chute de 3,6% sur le Nasdaq, 900 points sur le Dow Jones, puis une perte totale de 1,6 milliard de dollars en valeur boursière. OK? Donc, il y a eu aussi des facteurs aggravants. Fait qu'évidemment, il y a le tweet, mais de manière concurrente, au-delà du déclencheur initial qui est le tweet de Trump, il y a eu plusieurs mécanismes techniques liés au trading à effet de levier. Qu'est-ce que c'est le trading à effet de levier? Je vais vous faire un article là-dessus pour pouvoir, à titre vocabulaire, là, pour pouvoir vous documenter plus là-dessus. C'est comme si vous empruntez de l'argent pour pouvoir acheter du Bitcoin. Mais vient un temps où est-ce que si Bitcoin descend trop, ben vous vous retrouvez à court. C'est-à-dire, vous êtes short, on dit en anglais, mais c'est que si vous empruntez 100$ pour acheter du Bitcoin,
puis que Bitcoin monte, c'est cool parce que ce que vous avez acheté en Bitcoin, 100 pièces, ben là, il est peut-être rendu à 110, 100, 105, 110, 115, 140. Mais à partir du moment où il descend trop, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de rembourser votre emprunt et vous êtes incapable de le faire. Fait que vous devez vendre à perte. Et vendre à perte, ça veut dire un effet domino où est-ce que moi, je dois vendre, je voulais le vendre plus cher, mais je vais le vendre moins cher parce que je veux arrêter l'hémorragie. Donc, je le vends moins cher. Et là, quelqu'un est dans la même situation, il veut le vendre, mais idéalement plus cher que toi, mais là, il est trop tard, son ordre est passé après toi, donc ça passe pas, donc il va baisser le prix pour que son ordre passe, etc. Et ça fait comme une réaction en chaîne baissière. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé aussi à ce moment-là. Puis ces réactions-là se passent aussi de manière automatique parce que dans des échanges, quand on fait du trading, on peut jouer avec ces cryptos en faisant des stop-loss, en faisant des ordres d'achat, des ordres de vente, etc. Et pour cette partie-là, évidemment, je vais laisser Jérémy en parler un peu plus, mais il y a deux effets qui ont fait en sorte que on a la marge croisée ou le cross margin, qui est un mécanisme qui utilise l'ensemble des portefeuilles d'un trader comme garantie pour ses positions ouvertes. Et donc, ça, quand une position commence à subir des lourdes pertes, ça entraîne une liquidation non seulement de cette position-là, mais de toutes les autres positions du trader, même celles qui étaient rentables. Donc, il y a des effets comme ça qui sont automatiques. Ça fait partie des termes et conditions de l'échange quand vous souscrivez. Aussi, les échanges créent aussi ce qu'on appelle des mécanismes de protection. Ils veulent pas, c'est pas parce qu'il y a une couple de personnes qui jouent avec leur argent puis qui vont au casino avec leur argent que eux autres doivent couler avec. Donc, dans certains cas, ils ont des mécanismes de gestion de risque rares qui sont pas activés souvent, mais dans certaines conditions du marché sont activés lorsque justement des grosses cascades de liquidation, comme on a dit, parce que les gens avaient emprunté, trop emprunté pour acheter, il n'y a plus suffisamment de contrepartie ou de garantie derrière. Et donc, pour maintenir l'équilibre, les plateformes doivent automatiquement fermer de force certaines positions de leurs utilisateurs. Et là, ça crée beaucoup de frustration parce que c'est comme si un utilisateur qui avait planifié ses affaires, puis là, si ça monte, je fais telle affaire, puis si ça descend, je vends à tel prix, etc. Non, eux autres, ils arrivent, ils font comme non. Nous autres, on ferme toutes les positions de tout le monde. C'est comme si on arrête le bain de sang avant que ça tombe à terre complètement. Donc, c'est des interventions comme ça. Et puis, il y a aussi la dimension du cas de Binance et USD. Ça, c'est une dimension plus technique. En fait, c'est que de ce que j'en comprends, puis je vais te donner la parole après, Jérémy, c'est que dans un grand échange, pour gérer en fait la valeur des choses, un échange doit se connecter sur des oracles. Qu'est-ce que c'est des oracles? C'est des sources d'informations externes. Exemple, quand vous regardez la météo sur votre téléphone se branche sur le serveur de Météo Média pour aller chercher de l'information. Donc, l'information que vous avez, vous prenez vos décisions en fonction de la météo. Et puis, des fois, Météo Média se plante. Alors, c'est le fun d'avoir plusieurs sources d'informations différentes pour savoir, coudonc, il va-tu pleuvoir à 2h32 cet après-midi quand on va sortir pour faire le barbecue? Donc, on est dans ce contexte-là. Les échanges font appel à des données externes, ce qu'on appelle des oracles, pour aller chercher l'information pour être capable de faire leur gestion interne. Dans le cas de Binance, il n'y avait pas fini d'implémenter certains outils pour aller chercher les prix du marché de certaines crypto-monnaies, certains stablecoins. Donc, ils se sont ramassés dans une situation où est-ce que ils ont au moment où ils auraient dû avoir accès à de l'information fiable, ils se sont fiés sur l'information qu'ils avaient à l'interne qui, elle, était fausse et artificiellement, ça a créé un crash interne. Fait que, Jérémy, je ne sais pas si tu as envie de parler de cette partie-là, mais en gros, tout ça pour dire que... Ouais, je peux rajouter de quoi là-dessus, puis en même temps, moi, ça a été une journée complètement débile. Je peux vous dire ça de mon côté, là.
En tout cas, je vais y aller là-dessus. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est comme que Guillaume m'a expliqué, là, au niveau des oracles, l'oracle interne du USDE affichait un 0,65 au lieu d'être peggé à un stablecoin qui tombe un qu'à 1. Fait que ça l'a déclenché des liquidations qui peuvent être réglées à l'interne habituellement. Puis, tu sais, il rembourse les utilisateurs, puis ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, le problème qui est arrivé, c'est qu'à cause que la liquidation s'est enclenchée sur Binance, dans le crypto, OK, quand on utilise des échanges centralisés, sur les decentralized exchange, on a moins ça, mais sur les échanges centralisés, on a plus, mettons, des robots, OK, des bots. Fait que ça l'a fait en sorte que les bots, quand ils ont eu la liquidation sur Binance, veut pas, le prix de l'oracle a ramené ça à 0,65, aussi sur les autres exchanges. Fait que les bots sur toutes les exchanges ont créé justement cette descente-là complètement débile, mais c'est que ça a amené aussi l'effet de fear of missing out de tout le monde de sortir leur position aussi. Fait que ça l'a vraiment fait une grosse avalanche à cause d'un problème technique, sauf que il y a un petit peu de conspirationniste en moi qui pense que l'annonce de la Chine avec les tarifs, il y a un utilisateur, dans le fond, qui aurait pris l'ouverture du 6 octobre quand ils ont annoncé qu'ils allaient justement faire le transfert du Oracle de Binance pour plus être à l'interne, puis plus être aussi à l'externe avec les decentralized apps, donc Chainlink. Cette période-là a laissé une porte de 8 jours à certains utilisateurs qui ont profité de ce moment-là pour justement positionner des shorts avant que l'événement se passe. Donc, la corrélation entre le moment que ça s'est passé, puis le moment qu'il y a des utilisateurs qui sont créés des shorts, on parle de 1 à 2 minutes, puis certains wallets, 30 minutes. Genre, à quel point il fallait que tu sois précis pour placer un short de 3 millions US avant l'annoncement de Trump, puis en plus de ça, avec un déclenchement technique causé par Binance. Euh, Moi, j'ai un énorme réseau de contacts, OK? Puis quand je parle d'un bon réseau de contacts, c'est genre du monde à Dubaï qui ont 160 millions US, puis qui me comptent des pas pires histoires, OK? Genre, j'ai vu de mes propres yeux des DMs de CZ Binance qui demandaient à des utilisateurs de closer leur position sur leur short ou leur long. Tu sais? Puis, je peux vous dire une affaire, là, not your key, not your coin. C'est tellement important de comprendre cette notion-là. Fait que quand on parle d'avoir un ledger, d'avoir ces crypto-monnaies, exemple comme Guillaume, il vous incite beaucoup à essayer d'avoir vos assets, détenir vos choses, exactement comme le ledger que Guillaume est en train de montrer. C'est tellement important parce qu'on ne le sait pas jusqu'à où qu'à un moment donné, votre valeur, tu sais, on est un peu le petit peuple, je vais dire ça comme ça en ce moment, tu sais, il y a personne, je pense, ici, qui a 4-5 millions dans une position short ou en long, mais c'est important de comprendre que ces assets-là, tu sais, sont à risque sur des échanges centralisés, puis on vient de le voir, puis à titre personnel, tu sais, comme j'ai mentionné au dernier live, tu sais, moi, je suis coach dans une académie, puis euh, c'est quasiment catégorique que tous mes étudiants, moi, ils ne tradent pas des futures. C'est quasiment impossible. C'est comme si tu le fais, at some point, tu t'enlignes dans quoi de vraiment genre juste du gamble, puis tu veux vraiment aller chercher ton risk management est tellement énorme. Fait qu'il faut que tu fasses vraiment attention. Puis si on fait juste une comparaison sur la journée qu'on a eue, il y a eu un spike-up de 10% jusqu'à une descente de 25%, juste sur l'Ethereum, par exemple. Sur toutes les stratégies possibles qui existent, à moins de ne pas avoir tradé avec un stop-loss, tu aurais eu une liquidation quand même. Parce que personnellement, je connais quelqu'un dans mon entourage qui avait un long de 7 millions sur BTC. Puis, sa liquidation, OK, était dans les alentours de 101K, OK? Mais juste pour que vous compreniez, OK, son capital était tellement énorme que la liquidation était aussi très, très, très basse. Fait que même quelqu'un avec 7 millions en long a été liquidé. Pas avec un stop-loss, liquidé au complet. Merci, bonsoir, on prend ton argent. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment risqué. Puis juste pour wrap up là-dessus, fait que, tu sais, je pense que c'est une grosse. De un, c'est un moment historique au niveau des liquidations. On n'a jamais vu ça même avec la COVID, même avec n'importe quoi qu'on a vu auparavant. Fait que puis même Michael Saylor, il précise quasiment que c'est une manipulation de marché qui s'est passée, là, tu sais, puis il y a trop de corrélations. Le gars qui a fait le short de 3 millions, qui a fait un profit de 88 millions, il a tout retiré les fonds, puis le wallet, il existe déjà plus, il est vide, il est à zéro.
Moi, ça me donne des petites cloches, je trouve ça bizarre un peu, mais bon, moi, j'étais en spot trading, puis j'ai été chanceux, puis pas chanceux. En tout cas, je pourrais compter ça à la fin du live. Intéressant. Y a-t-il des gens qui veulent poser des questions? En fait, c'est le temps. Puis, de toute façon, je pourrais faire une pause. Je reviendrai sur le restant de ma présentation de l'actualité par la suite. Je ne vais pas arrêter d'enregistrer, mais je l'enlèverai au montage. Fait que si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main, discuter de tout ça. Mélanie. En fait, tu sais, moi, je l'ai pas senti tant. La secousse était là, mais ça remonte, là. Tout remonte, là. Tu sais, c'est ma. Tu sais, moi, je veux Ça dire. remonte si t'es en spot trading. Juste pour être sûr là, que le monde comprenne, le spot trading, c'est détenir ses assets. Ça veut dire que tu as vraiment tangiblement ton Bitcoin ou comme ton Ethereum, par exemple, tu détiens ton Ethereum Oui, dans ton oui. wallet. Mais tu sais, la réalité, puis la triste réalité des gens, c'est que la majeure partie des gens qui vont faire de l'argent dans le trading ou dans la crypto, c'est avec des perpetual futures. Ça veut dire que tu vas prendre une position, exemple 1000 $, puis tu vas mettre un effet de levier. Donc, l'échange te prête l'effet de levier, mais aussi l'échange te dit, si tu es rentré, exemple, à 2 $ sur Bitcoin, mais que le prix tombe à 1,50, nous, on prend ton 1000 $ puis on te liquide dans le fond. Mais à l'effet inverse, ils t'ont prêté avec 1000 $, tu as fait un fois 20 en levier, fait que tu as 20 000 $. Donc, ça prend moins de pourcentage pour que tu fasses plus d'argent parce que tu n'as pas beaucoup de capital à trader. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais tu sais, si t'es pas dans des leviers, là, je veux dire, si t'es juste monsieur qui décide d'investir Mais, dans mais, les mais, valeurs. mais c'est exactement là que j'essaie d'expliquer, c'est que dans la vie de tous les jours, les traders, c'est ce qui fait en sorte que justement, il n'y a pas des spreads de Mongol sur le prix parce que les gens tradent la minute, tradent le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. Donc, tu sais, tu vas avoir des mouvements qui vont se faire sur le 5 minutes, mais le spread, dans le fond, entre le prix, exemple, si moi je décide d'acheter du Bitcoin à 1 $, par exemple, ben, le spread pour la vente va être à 99 cents, par exemple. Donc, il n'y a pas des écarts de jeu à chaque fois que quelqu'un achète et vend. C'est pas comme si j'achetais à 1 piastre, puis là, whoop, le vendeur est à 10 piastres, tu sais. Il y a vraiment, c'est quasiment corrélé le spread. Fait que la majeure partie du monde qui investissent dans Bitcoin font de l'argent grâce aux traders aussi qui tradent au day-to-day. Puis nous, comme investisseurs qui voient ça plus long terme, par exemple, ou qui vont faire du dollar cost average comme stratégie, ben, on est heureux d'avoir des traders, mais en même temps, c'est les news qui font en sorte que le prix va augmenter. Fait que, d'un fois, les traders sont, si ça serait juste de l'analyse technique, un trader serait défavorisé à cause des news, mais c'est les news qui fait que dans le temps, puis avec le temps, les fondamentales prennent de la valeur. Mais les traders empêchent le fait aussi qu'un Bitcoin pourrait passer de 110 000 à 20 000, 110 000, 80, tu sais, puis qu'il y ait trop de spread entre les valeurs marchandes. Mais oui, effectivement, si tu détenais tes bitcoins, pour toi, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, ça a descendu, ça a remonté. Merci, bonsoir, on a accumulé, exact. Mais la réalité de ça, c'est que quasiment 80% du marché, autant le Forex, le Gold, le SP500, le Nasdaq, puis les cryptos, c'est quasiment des day traders à the end of the day. Oui, puis ce qui est important de mentionner, tu l'as dit tantôt, Jérémy, c'est not your keys, not your coins. Puis cette logique-là, en fait, voilà un exemple parfait de ce qui se passe. Tantôt, on a parlé de Binance qui était dans une situation où est-ce que elle devait absolument fermer les positions de tout le monde, sinon elle allait crasher. Qu'est-ce qui se passe quand ça crash? Ça veut dire que ils n'ont plus d'argent, puis bonne chance, toi, tes bitcoins sont pognés sur Binance, tu sais, donc tu passes dans une faillite, là. C'est ça la réalité. Fait que comment tu fais pour pouvoir te prévaloir de ça, te protéger contre ça? C'est de garder tes propres cryptos dans un portefeuille à toi. Ça peut être un portefeuille chaud, hein, qui est, je sais pas moi, qui est sur ton téléphone, je sais pas, le wallet qui vient par défaut avec un Samsung, ou ça peut être MetaMask, qui est un petit plugin sur ton ordinateur. Mais c'est quand même, c'est plus dangereux, c'est un portefeuille chaud parce qu'il est connecté à Internet, mais l'idée, c'est que pour te sécuriser au maximum, c'est que tu limites l'exposition de ton portefeuille à Internet. C'est ce qu'on appelle un portefeuille froid. Je l'ai montré tantôt. Et ce genre de portefeuille-là, ici,
Ça, c'est une clé Ledger. Dans le fond, est-ce que c'est une clé USB? Un peu, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça l'héberge ta clé privée, qui est ni plus ni moins ton mot de passe, pour prouver que tu es bien la propriétaire du portefeuille sur la blockchain. En faisant ça, ça te permet de signer la transaction comme si tu signes un chèque. Donc, le fait que tu possèdes la clé privée de ton portefeuille fait en sorte que tes crypto-monnaies, bien qu'elles soient de la donnée sur une blockchain, okay, sont quand même exclusivement à toi. Tu es la seule personne qui peut en disposer. Donc, les vendre. Si je peux surenchérir de quoi là-dessus, Guillaume, par rapport à ce que tu as parlé au niveau des Centralized Exchange, les échanges étaient même pas capables de valider les orders, même pour les stop-loss. Genre, il y a du monde il avait dit, mettons, exemple, je te donne un exemple, tu es un trader, puis tu trades le Bitcoin, puis tu as une stratégie de 1% pour 3% de gain, exemple. Donc, tu risques 1% pour perdre ton stop-loss, mais si ça monte à ton prix, tu fais 3%. Il y a des gens que leur stop-loss a même pas marché. Genre, ils ont été hit la liquidation sur leur montant total. Fait que, tu sais, c'est incroyable ce qui s'est passé. Puis au niveau des decentralized apps, oui, on a eu un problème au niveau du site web en tant que tel, parce que oui, il y avait une surcharge, mais le smart contract behind the scene marchait A1. Vraiment, vraiment bien. Fait que, tu sais, ça montre encore que des fois, la décentralisation, elle gagne un peu du terrain là, sur ces aspects-là. Puis en plus de ça, ben, le monde avait 100% accès à leur token de sortir ou de rester. Tandis que sur un exchange comme les centralisations, Binance ont dû frozer l'exchange. Tu voulais prendre ton argent, tu pouvais même pas, là. C'est fou, là. Ouais. Fait que c'est juste pour mettre un autre petit point là-dessus. Puis, pour rajouter aussi sur l'effet de levier, pour vous donner un exemple concret que tout le monde peut comprendre, là, vous avez une maison, OK? Puis, vous avez déjà entendu parler de réhypothéquer votre maison, là. C'est que vous allez voir le banquier, puis vous dites, ben, moi, j'ai acheté ma maison 200 000 $ à l'époque, puis là, elle vaut 600 000. J'aimerais emprunter 100 000 $ pour m'acheter, tu dis pas ça à ton banquier, là, pour m'acheter du Bitcoin, OK? Si tu dis ça à ton banquier, il va devenir bleu marin, rouge foncé, noir. Puis, si vous voulez pas tomber dans la série de questions, mais pourquoi tu veux faire ça, etc., etc. Bon. Mais là, tu vas voir ton banquier, tu dis, moi, je veux 100 000 $. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prêter 100 000 $, mais ton équité, tu avais une maison qui vaut maintenant 600 000 $. Je ne sais pas, moi, selon l'évaluation municipale où tu es rendu, puis tu le payes 200 000. Donc, il reste, c'est comme si tu as 400 000 $ de valeur payée sur ta maison ou de l'équité. Fait que tu dis, je vais emprunter 100 000 sur le 400 000 et je vais partir avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire le banquier? Il va augmenter ton capital et ton intérêt à payer par mois. Tu vas juste payer plus d'argent. Sauf que tu as accès à un taux d'intérêt qui est super intéressant. Fait que tu empruntes à très faible taux, mais tu mets ta maison en garantie. Si tu arrêtes de payer, ben, prends ta maison. C'est comme ça. Fait que c'est la même chose sur un échange. Tu peux arriver et dire, j'ai une pièce, veux-tu m'en prêter une autre? On va dire, OK, parfait, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre en garantie une pièce, mettons, ou 2 pièces. Donc, je vais te prendre en garantie une somme. Fait que tu dois mettre dans l'échange une certaine somme, puis cette somme-là est en garantie. Puis à un certain moment donné, ben, le prix monte, ça c'est content, tu es content parce que si tu as une pièce, OK, tu as acheté un Bitcoin, OK, puis tu l'as acheté à 100 000, il valait 100 000 sur le marché. Puis là, il vaut 200 000. Ça veut dire que ben, ta pièce, ça vaut 2 pièces maintenant. Dans un contexte où est-ce que ça augmente pas aussi vite, là, passer de 1 pièce à 2 pièces, là, il faudrait que Bitcoin passe de 100 000 à 200 000 dans le temps de le dire. Donc, qu'est-ce que le monde font pour gagner du temps? Ben, ils empruntent de l'argent. Ils disent, OK, ben moi, si je veux avoir, tu sais, je sais que ça augmente, ça va pas augmenter de 100%, ça va augmenter, je sais pas, moi, de 50%, mettons, cette année. Genre. Fait que là, j'ai une pièce, je veux emprunter, je sais pas, moi, je vais emprunter 4 pièces. Comme ça, je vais avoir tout de suite ou je vais emprunter 5 pièces. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier, avoir un facteur amplificateur de la prise de prix. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement le prix ne passe pas de 100 000 à 200 000, il descend? À ce moment-là,
ils t'ont prêté de l'argent, puis tu es dans une situation où est-ce que vraisemblablement, tu es incapable de le rembourser, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils pognent la mise, ils pognent la sécurité. C'est comme si tu as emprunté 100 000 sur ta maison pour acheter quelque chose, puis finalement, ben là, le marché crash. Ben, le banquier va dire, ben là, je suis désolé, là, mais si tu ne payes pas un minimum de temps par mois, moi, je suis désolé, mais je viens chercher ta maison. Bon, les banquiers font ça, puis ils prennent pas beaucoup de risques parce que le marché immobilier, c'est rare qu'il recule à ce point-là. Là. Tu sais, je veux dire, ça monte toujours un peu, les maisons, ça monte de 7 par année. Mais c'est ça. Fait que c'est ça un effet de levier, en fait. Fait que c'est qu'à partir du moment où tu commences à jouer avec l'argent des autres, ça vient aussi avec des responsabilités. Ça vient aussi avec des engagements et des garanties. Puis si tu respectes pas tes engagements, mais tes garanties sont saisies. Fait que voilà pour l'effet de levier. Qu'est-ce qui se passe quand le prix chute drastiquement? Ben là, soudainement, tout le monde se retrouve à court de valeur. Et dans ce contexte-là, ben ça fait un effet, tout le monde est obligé de vendre à perte pour pouvoir, à tout le moins, accepter leur engagement. Et puis, ça se fait automatiquement parce que quand on emprunte sur une plateforme pour pouvoir acheter à levier, ben ce que ça fait à terme, c'est que si le prix descend de manière exponentielle, ben, ça devient de plus en plus exponentiel parce qu'ils font comme, OK, ben là, moi, je te liquide, je te liquide, je te liquide. T'sais, fait que les plateformes se protègent là-dedans, ils ne prennent pas vraiment de risques. Oui, Sylvain? Salut, excusez-moi, je cuisine en même temps, donc je ne vais pas mieux ma caméra. Bonjour tout le monde. En fait, il y a l'effet de levier, il y a une manière que moi j'avais comprise assez rapidement, c'est dire, tu as les moyens d'acheter un bitcoin, t'empruntes pour en acheter 10. Donc d'un coup, tu as 10 bitcoins dans le marché. S'il augmente de 10%, c'est comme si tu fais 100% de profit. Donc c'est parfait. Par contre, s'il baisse de 10%, tu fais 100% de perte. Donc c'est là que tu es liquidé parce qu'on prend tout le capital que tu as mis au départ. Tout à fait. Donc, puis moi, pour l'anecdote, là, j'avais une position à levier jeudi sur du BitTensor. Je m'étais mis un take profit. Je ne sais plus combien il était. Il est monté à 350. J'ai pris mes profits. Je me lève pendant la nuit. Je me lève le matin, il est à 380. Donc, je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais pu prendre vraiment plus. Mais bon, c'est la technique. Là, tu es obligé de mettre un take profit quand tu prends position. Puis que il est tombé à 144 dans la journée du vendredi. Donc, finalement, je m'estimais chanceux dans mon histoire. Puis, je n'étais pas dans le marché quand il y a eu la crise. Donc, à part en spot. Là. Donc, je m'estime chanceux d'avoir échappé à ça. Mais je mets toujours des stop-loss. Donc, normalement, j'aurais été épargné. Tu sais quoi le meilleur stop-loss au monde? C'est ça. Ah, ouais, mais là, oui, mais t'es pas position à levier avec ça. Ouais, ben, je comprends. Mais le meilleur stop-loss au monde, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a des chutes vertigineuses comme ça, puis des déclenchements en cascade? Ben, ça fait que à terme, ben, ça se peut que la plateforme fasse faillite. On l'a déjà vu avec FTX. Et puis, dans ce cas-là, tes bitcoins, tu dis, je suis sorti du marché. Mais tes bitcoins sont quand même sur la plateforme. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important dans la gestion en général. Puis ça, c'est pas un avis financier, là. C'est juste je pense que c'est juste du gros bon sens. C'est que de tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est pas une bonne idée. Si tout le monde laisse tous ses bitcoins sur un échange comme sur ShakePay ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe si jamais ils tombent banqueroute? Ben, bonne chance pour retrouver vos bitcoins. Ça se peut que vous allez faire partie des créanciers, bien sûr, mais ça se peut que vous n'ayez pas à terme la chance de retrouver tout. Alors que si vous mettez vos œufs un peu dans un panier en ligne ou dans un échange pour jouer avec, comme toi tu fais, Sylvain, versus une partie qui, elle, dort sur un portefeuille froid, à ce moment-là, c'est vraiment une manière de pouvoir consolider ses acquis et s'assurer qu'on ne les perde pas. Bien sûr, ça se peut que les bitcoins que vous allez avoir sur votre portefeuille froid, ben, la valeur du marché chute pour des raisons comme ça. Mais règle générale, si on comprend bien les fondamentaux de Bitcoin, puis encore là, c'est pas un avis financier, mais si vous étudiez bien Bitcoin, vous voyez que ça devient un peu l'or numérique. C'est une patente qui est difficile à changer, à manipuler. On ne peut pas augmenter le nombre de quantités de Bitcoin en circulation, c'est tout prévu d'avance, etc. On ne peut pas le bannir, c'est ouvert, c'est transparent, c'est résident à la censure. Et dans ce contexte-là, c'est une patente qui est condamnée à toujours absorber plus de valeur. Tant que les gens vont avoir l'impression que c'est une bonne affaire de mettre des sous là-dessus pour conserver et prendre de la valeur, un peu comme c'est le cas pour l'or.
ben, ça va demeurer quelque chose qui est une référence. En même temps, c'est hyper volatile. C'est pour ça que c'est pas une valeur refuge officiellement, selon le marché, selon les économistes, tout ça, parce que, regarde, ce qu'on vient de voir vendredi dernier, là, ça démontre pas d'aucune manière que c'est une valeur refuge, au contraire. Mais quand ça chute de 13% à 1 heure, ça veut pas dire que tu as perdu de l'argent. C'est si tu vends, que si tu l'échanges contre du cash, que là, soudainement, tu te rends compte que tu as perdu 13%. Mais je faisais juste cette analogie-là, bien sûr. Je suis sorti un peu de l'échange en disant ça, là, bien sûr, mais voilà. Sylvain? Tu voulais-tu réagir à ça? Non, mais je veux dire 95% de mes cryptos sont sécurisés. Là, j'ai un 5% où je m'amuse. Ouais. M'amuse, là. C'est ça. T'as le bon comportement, c'est cool. Est-ce que Jérémy, tu voulais parler? Ouais, c'était juste pour rajouter quelque chose aussi sur les effets de levier là, rapidement aussi. Il faut juste pas oublier que l'exchange il est pas stupide. Là, ils te prêtent pas, mettons, un effet de levier x20 pour le fun. Fait que ils prennent un pourcentage au moment que tu ouvres le trade. Puis aussi pour garder ta position soit en short ou en long, que c'est pour la hausse ou la baisse. Eux autres, pour que ta position reste ouverte. Parce que quand tu consolides, en fait, c'est vraiment pas bon parce que l'exchange prend beaucoup de pourcentage au fil du temps. Puis juste pour revenir, mettons, à l'exemple de mon ami qui a eu un problème avec Binance, quand ils ont demandé de fermer sa position, il a dit non, il a ouvert un lawsuit. Mais les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de freeze sa position, mais il a jamais été liquidé par le marché parce que le prix n'est jamais retourné aussi bas. Mais sa position s'est faite liquider par elle-même avec les frais d'exchange qu'il fallait qu'il garde sa position ouverte. Vous voyez à quel point que genre les échanges centralisés vont arriver avec des techniques complètement débiles pour arriver à leur fin. Fait que, anyway, c'était juste une petite parenthèse comme ça que l'échange est tout le temps gagnant sur les liquidations à la hausse ou à la baisse. C'est intéressant. Si vous me permettez, je vais juste enlever les épinglages, puis je vais reprendre un peu le contrôle de l'écran. Je vais revenir sur la revue de l'actualité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, avant que ça arrive, tout ça, j'avais envie de vous parler justement, bon, ça bougeait, tu sais. Donc, on voyait déjà, puis j'en ai parlé tantôt, là, dans le courant de la semaine, on voyait que ça bougeait déjà sur la chaîne. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des délits d'initiés, qui savent qu'est-ce qui va se passer un peu avant tout le monde? Ça revient à ce que tantôt, ce que Jérémy disait par rapport à les théories conspi. C'est que, écoute, l'être humain étant ce qu'il est, hein, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Pourquoi les gens qui sont dans une situation de privilège d'accès à l'information s'en priveraient? Alors, clairement, il y a eu des gros changements. Ça a bougé beaucoup, des gros déplacements de valeur dans les jours qui ont précédé cet événement-là. Et en plus de ça, 1 minute avant l'annonce de Trump. Donc, est-ce que c'est une question de chance ou c'est vraiment quelqu'un qui a coordonné ses activités en fonction d'une information privilégiée qu'il avait à dessein éventuellement de pouvoir profiter du marché? Parier à la baisse sur le marché, il faut que tu sois pas mal sûr qu'il va baisser. Il n'y a rien de mieux qu'un tweet de Trump qui annonce 100% de tarifs à la Chine pour pouvoir faire bouger le marché vers le bas. Il y avait aussi une autre nouvelle intéressante. Le Royaume-Uni lève son interdiction sur les ETN. Donc, les ETN, je vous explique ici qu'est-ce que c'est la différence là, entre un ETF et un ETN. Mais un ETN est un produit financier coté en bourse, un peu comme les ETF, comme les fonds négociés en bourse, mais au lieu de détenir directement du Bitcoin, il suit son prix sous forme de dette. Bon, c'est un autre produit financier. Les ETF sont pas encore disponibles là, au Royaume-Uni. Par contre, ça démontre quand même un pas dans une direction
d'assouplissement par rapport à ça. Donc, on voit que les Américains ont pris de l'avance là-dessus. Avec le stablecoin aussi, le Genius Act concernant les stablecoins. Avant ça, c'était la Securities and Exchange Commission en janvier 2024 qui avait accepté que 11 ou 13 compagnies soient capables d'émettre des fonds négociés en bourse. Donc, déjà, ce type de produit-là, de produits financiers, risque de voir tranquillement, pas vite, son chemin s'ouvrir dans le Royaume-Uni. Donc, intéressante comme nouvelle. Sinon, j'en avais parlé la semaine passée, puis ça fait 6 jours de ça. J'avais parlé, je peux revenir là-dessus. La Banque du Canada qui avait changé aussi sa manière de calculer, qui dit que désormais, les intérêts sur un emprunt capital pour acheter une maison ne sont plus calculés comme une dépense dans le coût de la vie. Donc, c'est intéressant de voir à quel point, de temps à autre, on est capable de pouvoir jouer avec les chiffres. Ceci dit, ça s'est déjà fait ailleurs, d'autres banques centrales l'ont fait, mais c'est tout ça pour vous dire que ça existe, la capacité de pouvoir changer les règles, de calculer les indices qui nous permettent de prendre des décisions économiques. Ceci dit, j'attire votre attention sur Trueflation. Je vais juste m'assurer que je l'ouvre dans la bonne voie. Trueflation. Donc, aux États-Unis, il y a une entreprise qui se spécialise dans la publication de données sur l'inflation. Et puis, vous pouvez aller voir ça. C'est super intéressant. Ils ont des différents index de disponibles. Il y a beaucoup de différents index qui sont disponibles, mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils calculent en temps réel avec justement des oracles, avec des procédés informatiques. Ils sont capables de voir quelle est la vraie inflation. Intéressant de voir que au final, l'inflation, ou j'allais dire l'inflammation, mais l'inflation qui est officiellement véhiculée par, mettons, la banque, mettons, Statistique Canada, la Banque du Canada, etc., se base sur des méthodes de calcul. Et un calcul qui est toujours un peu en retard. Ce qui est intéressant avec Trueflation, c'est qu'ils, vu qu'ils sont connectés, ils font pas des sondages, là. Ils font pas des sondages auprès des consommateurs. Ils sont vraiment connectés sur les données de transactions directes. Donc, ils sont vraiment en avance sur... Ils prennent le pouls en temps réel sur ce que pourrait être l'inflation. Je vous dis ça parce que en quoi ça a rapport avec Bitcoin? C'est que quand l'inflation monte, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mater l'inflation en augmentant les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Donc, si l'accès à l'argent ou le coût de l'argent est plus haut, si ça coûte plus cher si ça coûte plus cher, attendez un instant, je vais juste fermer ça, arrêter la présentation. Si ça coûte plus cher emprunter de l'argent pour justement acheter du Bitcoin ou acheter je sais pas, de la laitue, à ce moment-là, je vais en acheter moins. Hein? Je vais me concentrer juste sur mes besoins fondamentaux parce que j'ai moins d'accès à la liquidité. Fait que c'est fondamental, ces indices-là, parce que ça permet vraiment de pouvoir orienter l'impression monétaire. Il y a en fait les deux grands indices qu'une banque centrale utilise normalement pour pouvoir prendre des décisions sur est-ce que j'imprime plus d'argent ou j'en brûle en circulation. Est-ce que je monte les intérêts ou le taux directeur versus je le descends? Ils ont comme deux manivelles avec lesquelles ils jouent. Souvent aussi, c'est comme un gouvernail de pédalo, ce qui fait que quand tu donnes un petit coup, ça va faire un grand effet, puis ça va être long avant qu'on soit capable de le ramener. Là, je ne sais pas si vous avez déjà conduit un pédalo, mais ça ressemble pas mal à ça, de la gouvernance de la Banque centrale. Fait que c'est intéressant de voir que leurs données sur lesquelles ils se font, c'est toujours des données qui sont évaluées dans un marché, mais qui sont toujours en retard. Tu sais, souvent, on dit, on entend les économistes qui disent, si la tendance se maintient, on est en inflation. Puis là, d'autres personnes qui vont dire, comment ils appellent ça? Récession. Récession, voilà. Mais souvent, je veux dire, au moment où on se pose des questions, est-ce qu'on est en récession? On l'est déjà, mais c'est juste qu'on n'a pas les chiffres pour le mesurer. Mais on le sent. Je veux dire, on le sent parce que quand on sort dehors, pour acheter des affaires, il y a moins de monde dans les restos. Il y a plein d'indicateurs, on le sent en temps réel. Mais c'est pas quelque chose qui se mesure en temps réel parce que les chiffres sont longs à corriger, etc. Fait que c'est intéressant. Trueflation permet vraiment d'avoir un pouls beaucoup plus rapide, une cadence plus rapide de
prendre le pouls sur le marché puis être capable éventuellement de prendre ses décisions. Fait que de plus en plus, il y a du monde de la finance qui arrête de regarder les chiffres officiels du gouvernement américain ou du gouvernement canadien versus puis des banques centrales comme la Fed, etc., puis qui commence à regarder Trueflation parce que ça donne une longueur d'avance un peu. Ça prend vraiment le pouls. L'autre chose aussi, c'est que leur manière de calculer ne change pas au fil du temps. Donc, tu sais, le steak est trop cher, on enlève le steak, comme ça, l'inflation n'a pas monté. Fait que c'est déjà arrivé dans le passé aux États-Unis. Alors, voilà, ça fait le tour un peu de l'actualité dont je voulais vous parler. Et puis, je laisserai les 5 dernières minutes à micro ouvert, sans enregistrement, bien sûr, pour pouvoir jaser de tout ça. Puis voir aussi si vous avez envie qu'on aborde un sujet demain soir. Un instant. Je ne sais pas si je vais être capable de faire. Oui, Jérôme, je vais juste fermer l'enregistrement. C'est bon? Ça te va? Merci tout le monde.